En 1921, Karl Abraham publie un article consacré à la psychopathologie du tic. Et il précise dès le début de son article que des manifestations très hétérogènes ont été réunies sous la dénomination de tic. Par exemple, le tic douloureux de la face, autrement dit la névralgie du trijumeau, la crampe faciale, certaines manifestations compulsionnelles, et enfin les formes auxquelles on donne aujourd'hui l'appellation de tic. Du point de vue du diagnostic différentiel, Abraham souligne la séparation entre les tics d'une part et les actes obsédants d'autre part. Et il précise que des auteurs comme Mege, Feindel ou même Ferenczi n'apportent pas d'éclairage particulier quant à cette frontière. Ce que les premiers auteurs donnent pour les caractéristiques des tics s'applique en effet tout aussi bien aux actes obsédants. Par exemple, l'incapacité à maîtriser l'excitation, une excitation tellement bien décrite par Ferenczi. Eh bien, cette excitation, cette impossibilité à maîtriser l'excitation est tout aussi vraie pour l'obsédé. Quant aux manifestations narcissiques, mises en évidence aussi par Ferenczi, eh bien, Abraham rétorque que tout obsédé, tout hystérique les présente également. Et que la régression narcissique ne mène pas forcément le tiqueur aussi loin que le malade mental. À mon avis, écrit Abraham, il est aussi impossible de séparer nettement le tic de l'acte obsédant que de séparer l'angoisse des manifestations de conversion chez les hystériques. Un autre aspect accuse cette ressemblance. Le tiqueur, en effet, apporte une étiologie, c'est-à-dire qu'il apporte une relation entre son affection et certains événements vécus, de la même façon que l'hystérique. Seulement, il ne ménage pas à ce lien avec des événements une signification dans sa vie mentale, comme le ferait l'obsédé, qui craint les conséquences néfastes d'une omission de sa part. La répression d'un tic, c'est en effet quelque chose de pénible, alors que sa réalisation a un effet de soulagement. Pourtant, continue Abraham, il ne me semble pas que la répression d'un tic crée de l'angoisse. Il y a une autre objection de principe, émise par Abraham. Ferenczi pense que le symptôme du tic ne recèle pas de relation objectale. Eh bien, pour Abraham, au contraire, il existe une double relation aux objets, à savoir sadique d'une part, anal d'autre part. Et c'est bien là la ressemblance du tic et de la névrose obsessionnelle. Rappelons tout de même que le premier tic mentionné dans la littérature psychanalytique apparaît en 1895 dans les fameuses études sur l'hystérie, écrites à quatre mains par Freud et Breuer. Il s'agit d'un claquement de la langue par lequel la patiente tente inconsciemment de réveiller son père malade qui venait de s'endormir. Il y avait certainement là, écrit Abraham, une tendance à le supprimer. Et il poursuit, un de mes patients faisait claquer ses doigts, le bras agressivement propulsé. De même, le tic grimaçant a visiblement une signification hostile. Certains tics, la coprolalie en particulier, manifestent clairement leur origine anale, ce que Ferenczi souligne également. D'autres, comme celui des bruits de fumeurs de pipe, sont de toute évidence issus d'aspects anaux, avec la similitude qu'on leur connaît avec les paix. L'intention hostile dévalorisante est réalisée par des moyens anaux.
D'autres reproduisent des contractions sphinctériennes. Sur la base de mon matériel d'observation, conclut Abraham, le tic apparaît comme un symptôme conversif au niveau sadicanal. Le tic se situe à côté de la névrose obsessionnelle, de même que l'hystérie de conversion est à côté de l'hystérie d'angoisse. Il est le signe d'une régression à une étape plus profonde que le symptôme conversif hystérique, et il est plus proche, écrit-il, de la catatonie que de l'hystérie. Il se place ainsi, si l'on peut dire, dans la série conversive et non dans celle de l'angoisse.